Invité du grand entretien sur France Inter, Muriel Salmona, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre spécialisé en psychotraumatologie et en victimologie. Vous présidez, c'est un peu long mais il faut le dire, l'association Mémoire traumatique et victimologie. C'est une association qui prend en charge les victimes de violences sexuelles et conjugales, des enfants et des victimes de terroristes. Muriel Salmona, hier le Parlement a définitivement adopté la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes que défendent la garde des Sceaux Nicole Belloubet et la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Vous parlez d'un fiasco concernant la protection des mineurs. Pourquoi ? Parce que la principale mesure, celle qui devait vraiment permettre d'échapper à une faille majeure de la loi qui concerne les viols et les agressions sexuelles par rapport aux mineurs, n'a pas été du tout mise en place, enfin malgré les promesses. C'est-à-dire le seuil d'âge en dessous duquel tout acte sexuel commis sur un enfant par un adulte serait un viol ou une agression sexuelle. Vous défendiez donc un âge de 15 ans. Voilà, on défendait un âge de 15 ans. Alors à la place, on a eu en quelque sorte des plâtrages, c'est-à-dire que on a eu des redéfinitions, enfin des précisions sur la contrainte, la surprise, avec l'abus de vulnérabilité en fonction du discernement de l'enfant. Mais on reste dans une situation où on va pouvoir encore rechercher le consentement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on reste dans une situation où les scandales de la fin 2017, de ces deux petites filles... On pense à un procès à Pontoise, par exemple. Voilà, ou à Meaux, donc de deux petites filles de 11 ans avec des adultes de 28 et de 22 ans, ont été considérées comme consentantes à des actes de pénétration sexuelle. Parce qu'ils disaient oui, mais je ne les ai pas forcées. Voilà. Alors que nous, ce que nous voulions, c'est que soit reconnu qu'une pénétration sexuelle sur un enfant, en dessous d'un certain âge, c'est une violence en soi. Il n'y a pas besoin de rechercher la violence, la contrainte, la menace et la surprise en sus. C'est l'acte lui-même qui est d'une violence, qui est une torture. Il y a des points positifs tout de même dans ce texte. Rallongement du délai de prescription pour les crimes sexuels à 30 ans, renforcement de l'arsenal juridique pour punir les viols et les agressions sexuelles à l'encontre des mineurs, on vient de le dire, il y a quand même ça. Création d'une nouvelle infraction pour outrage sexiste. Ça va dans le bon sens ces mesures pour vous, Muriel Salmona ? Alors le rallongement de 20 à 30 ans, oui, c'est une mesure positive, même si on demandait l'imprescriptibilité, parce que c'est pas rétroactif, donc il y a toujours des victimes qui restent sur le carreau. Mais bon, ça on le salue. Il y a des circonstances aggravantes qui ont été mises en place, comme par rapport à la soumission chimique ou par rapport à la détresse économique. Ça aussi, c'est positif. Soumission chimique, c'est par exemple la drogue du viol qu'on met dans le verre en boîte de nuit. Donc c'est des circonstances aggravantes. On a aussi une redéfinition du viol par rapport à une pénétration sur la personne de l'auteur. Ça veut dire que, par exemple, une fellation faite à un petit garçon sera considérée comme un viol, alors que c'était pas le cas. Ça, on le demandait. Donc ça, c'est vraiment important. On n'en parle pas, mais c'est un élément effectivement qu'on revendiquait depuis très longtemps. Il y a aussi la capture d'images impudiques, donc avec un délit, parce que justement, ça c'était pas vraiment précisé par la loi. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter, loin s'en faut, mais on reste très très en deçà de ce qu'il faudrait. Je rappelle que les mineurs sont les principales victimes de viols et d'agressions sexuelles, mais de loin, et que l'impunité, elle est quasi totale. La majorité des infractions sexuelles touchent des personnes entre 13 et 18 ans et la plupart du temps des jeunes filles. Oui, alors 87 à 90% de jeunes filles. Et en dessous de 11 ans, c'est essentiellement dans la famille. Donc on n'a pas beaucoup parlé aussi de la situation d'inceste qui devrait aussi caractériser les viols et les agressions sexuelles. Donc un contexte, la situation de handicap, le rapport d'autorité. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et effectivement, là, on a besoin de mesures très très fortes, très courageuses, parce qu'on est dans une situation qui est inadmissible, qui est intolérable, qui est scandaleuse. Muriel Salmona, on le disait en début d'entretien, vous êtes psychiatre et vous vous intéressez à la situation psychologique, psychiatrique des victimes. Vous aimeriez que la justice reconnaisse la notion d'amnésie traumatique. Expliquez-nous. Alors oui, depuis de nombreuses années, je forme des magistrats pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes psychotraumatiques, particulièrement les phénomènes de sidération, de dissociation, ce qui empêcherait de dire que si la victime n'a pas bougé, n'a pas crié, si elle a été dans l'incapacité de se défendre, c'est pas parce qu'elle était consentante, c'est parce qu'elle
elle était en état de choc traumatique. Et dans le cadre de la dissociation traumatique, qui est un mécanisme universel lié au trauma, les viols, par exemple, sont les situations les plus traumatiques qui soient, avec la torture. Cette dissociation traumatique génère aussi, par mécanisme de survie, des amnésies traumatiques qui peuvent durer des années, des dizaines d'années, voire 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça veut dire qu'on ne se souvient plus de ce qui nous est arrivé, ou par exemple, on va dire, ça s'est passé un jour d'été alors que c'était un jour d'hiver. Voilà, on n'a plus accès à sa mémoire, on est dissocié, c'est-à-dire qu'on est déconnecté au niveau temporo-spatial. Il y a un sentiment d'irréalité, les faits sont dans le brouillard, en quelque sorte. C'est pas qu'ils n'existent plus, ils sont dans le brouillard. C'est un mécanisme de protection. On veut essayer d'oublier ce qui nous est arrivé. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas la victime qui met en place ce mécanisme de protection. C'est le cerveau qui protège la victime d'un état de choc total. Et particulièrement quand les victimes sont confrontées à l'agresseur à répétition, parce qu'elles vivent avec lui, parce que c'est un proche, comme dans 94% des cas pour les mineurs, par exemple. Le cerveau, en fait, buggerait tout le temps, et il met en place un mécanisme de dissociation et d'anesthésie émotionnelle et ça rend les personnes un peu comme déconnectées. Elles peuvent paraître indifférentes. Oui, vous avez une expression que vous utilisez souvent, vous dites les victimes sont à l'ouest. Oui, elles sont à l'ouest, elles sont plus là, elles sont vidées. Elles sont souvent, elles se décrivent comme des automates, et du coup, ça met en place un mécanisme d'emprise sur elles très facile, et surtout, elles ne peuvent pas se défendre. C'est-à-dire, ça rend incapable de se défendre. C'est-à-dire que la dissociation traumatique, c'est le facteur de risque principal de subir à nouveau des violences. 70% des victimes de violences sexuelles vont subir à nouveau des violences à répétition, et elles sont ciblées justement du fait de cette dissociation traumatique. Si on ne les traite pas, si on ne les protège pas, si on ne les soigne pas, parce que bien entendu, c'est des troubles psychotraumatiques qui peuvent être pris en charge. Donc moi, je me bats pour que ce soit reconnu, que ce soit diagnostiqué, qu'on prenne en charge les victimes. On va ouvrir ça. Je salue quand même le gouvernement sur le fait qu'il a validé l'ouverture de 10 centres du psychotrauma en France très prochainement, avec des personnes formées. On va continuer les formations, mais là, on est dans une situation où effectivement tout ça n'est pas reconnu, et effectivement, quand il y a des retours de souvenirs des événements qui peuvent se produire 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il faut que les victimes puissent porter plainte. Et il faut voir que ces troubles psychotraumatiques, cette amnésie traumatique, elle bénéficie totalement aux agresseurs, qui du coup sont tranquilles. Parce que non seulement les victimes ne se rappellent pas, voilà, ce sont des prédateurs. Non seulement les victimes ne se rappellent pas, ou pas précisément, elles oublient la majorité des violences qu'elles ont subies. Elles ne peuvent pas se défendre, elles peuvent pas parler. Et quand elles parlent, quand elles portent plainte, elles ont de tels troubles. C'est tellement longtemps après qu'on ne va pas les prendre en compte. Elles n'ont pas l'air crédibles. Voilà. Donc je rappelle que sur les plaintes pour viol de mineurs et de majeurs, il y a 70% des plaintes qui sont déjà classés sans suite, 15% qui vont être déqualifiés, et au total seulement 10% qui vont faire l'objet de condamnation. Sur l'ensemble des viols, ça fait beaucoup moins, bien entendu, 1% pour les adultes, 0,3% pour les enfants. Muriel Salmona, il y a d'autres acteurs, qui soient juristes, psychologues ou psychiatres qui travaillent sur ces questions, qui disent le problème, c'est quand une personne se prétend victime, de par les discussions avec son avocat, avec des journalistes, avec des magistrats, on peut faire remonter des faux souvenirs induits. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on les aiderait à écrire une histoire qui ne serait pas réalité. Qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? C'est notamment aux États-Unis qu'on a beaucoup mis en avant cette problématique. Il y a eu un moment où on a même parlé d'épidémie de faux souvenirs. Au final, il a été démontré que cette épidémie n'existait pas. C'est un mot savant pour dire affabulation. Voilà, cette épidémie n'existait pas du tout. La majeure partie, on a dit que c'était les psys qui en fait greffaient des faux souvenirs sur leurs victimes. L'immense majorité des personnes qui retrouvent ces souvenirs le retrouvent en dehors de toute prise en charge thérapeutique, tout simplement parce que l'immense majorité des victimes ne sont pas prises en charge, ne sont pas suivies.
Donc c'est faux. Et puis c'est les fausses allégations, ce qu'on appelle les fausses allégations, on parle de 3 à 6%, voire moins. Enfin, c'est très très rare, c'est rare par rapport à l'ensemble des viols. Et puis il y a des enquêtes pour pouvoir rechercher. Et après il y a eu de très très grandes enquêtes aux États-Unis en réaction vis-à-vis de cette comment on peut dire, cette campagne anti-victimaire autour des faux souvenirs, pour démontrer avec des scientifiques, avec des juristes, pour démontrer que 40% environ de toutes les victimes de trauma avaient des amnésies traumatiques, mais pas seulement vis-à-vis des violences sexuelles, mais aussi vis-à-vis de grandes maltraitances, de guerre, par rapport à les victimes de la Shoah, par exemple, et on retrouve toujours à peu près ce pourcentage. Mais on ne remet pas en cause les autres victimes, on met en cause les victimes de violences sexuelles. Muriel Salmona, on va aller au standard, 8h31. France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez. Intervenez au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à toute l'équipe. Donc avec cette loi, ne risque-t-on pas voir des témoignages beaucoup plus nombreux afin d'obtenir des indemnités? Vous voulez dire de témoignages sur des faits avérés ou des affabulations? Peut-être faux, peut-être vrai, mais beaucoup plus nombreux pour tenter d'obtenir des indemnités. Muriel Salmona, psychiatre, vous répond. Alors, franchement, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est que ce serait intéressant de porter plainte pour avoir des indemnités. D'abord, il faut plusieurs années. C'est des procédures extrêmement maltraitantes. Plus de 80% des victimes le disent, avec une augmentation des risques suicidaires. Au final, il vaut mieux qu'on vole sa voiture plutôt que d'espérer en fait recevoir des indemnités par rapport à un viol. Dans le cadre d'un viol. Voilà. Au maximum, alors il y a 1% de condamnation par rapport aux plaintes. Donc il y a 1% de chance d'obtenir une condamnation. Et dans l'ensemble, les indemnités, c'est 15 000 euros. Pour, dans l'ensemble, 4 à 6 ans de galère absolue. Donc c'est vraiment pas possible de dire ça. Et si les victimes, elles le disent, portent plainte, c'est d'abord parce qu'elles croient en la justice, elles veulent être protégées, et surtout elles veulent que d'autres personnes soient protégées, qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Et on le sait, particulièrement en ce qui concerne par exemple les enfants, les prédateurs sont des prédateurs en série. Donc tant que les victimes ne peuvent pas porter plainte, qu'elles ne sont pas entendues ni reconnues, et que les prédateurs ne sont pas jugés, ils peuvent faire d'autres victimes pendant des années, des dizaines d'années. On va retourner au standard où nous attend Véronique, mais d'abord une question, Muriel Salmona. Hier, le New York Times s'interrogeait pourquoi les accusations contre Luc Besson n'ont pas généré le même grand déballage, le même grand ménage que dans l'affaire Harvey Weinstein. Alors le New York Times pointe le fonctionnement de la justice en disant, par exemple, les plaintes contre Denis Baupin ont été classées pour prescription et parle aussi d'une culture française, entre guillemets, de la séduction. Vous, avec votre regard clinique sur ces questions, pourquoi une telle différence entre le cas Weinstein et le cas Besson? Je redis que culture de la séduction, c'est entre guillemets. Oui, bien sûr. Oui, ça vous pointez effectivement une forme de tolérance et une confusion entre violence sexuelle et sexualité. Voilà. Et ça, c'est vraiment présent dans notre pays. C'est présent dans notre pays. Alors, faut pas rêver, c'est présent internationalement, mais vraiment en France, c'est vraiment très présent. Et d'ailleurs, la loi, avec justement la même loi pour les adultes que pour les enfants, qui donc peut considérer des enfants comme consentants, ça veut dire qu'une pénétration sexuelle sur un enfant, par exemple de 10 ans, peut être considérée comme de la sexualité. Alors c'est de la violence. Vous voyez, il y a vraiment cette difficulté et cette minimisation des faits et la culpabilisation de la victime. Avec une culture du viol, nous on avait fait une enquête qui montrait que ça pouvait aller jusqu'à 40% des personnes qui considéraient que suivant le comportement de la victime, en fait la responsabilité de l'agresseur était moindre parce qu'elle s'est habillée comme ceci, parce qu'elle était allée chez lui, parce que etc. etc. Donc cette culture du viol qui met en cause la victime est aussi en jeu. Et puis je pense que là, le cinéma, vous savez, nous, on a une culture aussi des privilèges. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent se permettre d'être dans la transgression. Et là, par rapport effectivement au milieu du cinéma, c'est vraiment ou du monde politique, c'est vraiment très présent. Et on sait que les condamnations touchent essentiellement des gens qui sont de milieux sociaux culturels défavorisés.
non seulement il n'y a que 1% de condamnation pour les adultes, 0,3% pour les enfants, mais en plus, c'est pas n'importe qui va être condamné. Comme promis, nous accueillons Véronique. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Véronique. Voilà, je voulais juste poser cette toute bête question. Il n'y a pas de question bête. Ne croyez-vous pas que l'un des problèmes principaux, enfin, à mon avis, c'est que les lois sont votées principalement par des hommes et que, comme ils sont déjà un peu de parti pris, ils minimisent toujours les choses au cas où ça m'arriverait ou je serais dans une position un peu délicate. Voilà. Merci de votre question, Véronique. Muriel Salmona vous répond. Oui, ça c'est sûr. Enfin, le fait qu'il une société patriarcale avec une domination masculine, effectivement, les lois ont été faites essentiellement par les hommes. Alors heureusement, ça bouge, ça change, mais ça reste très présent. Et c'est vrai, il faut le rappeler, c'est que la majorité, la grande majorité des victimes sont des femmes, des filles, principalement, et puis et les prédateurs, les agresseurs sont des hommes à plus de 90%. Donc ça joue, et il y a un conflit d'intérêts évident. 8h37, nous accueillons Mathilde. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Mathilde. Merci pour ma question. En fait, je vous appelle pour en fait savoir comment est-ce qu'on va avancer en France sur la question des violences sexistes et sexuelles quand la parole des femmes en fait est toujours remise en cause. On donne jamais de crédit à cette parole. Je fais écho à ce que disait l'experte qui parlait sur les chocs post-traumatiques, ou aussi on l'a vu pendant MeToo et l'affaire Weinstein, où sur Twitter la parole des femmes était constamment remise en cause. Merci beaucoup, Mathilde, d'être intervenue sur France Inter. Muriel Salmona. Alors, du coup, il faut vraiment diffuser les informations. Il faut vraiment que tout le monde puisse ne pas échapper à la réalité de la violence, à l'intentionnalité de l'agresseur, à la réalité des mécanismes psychotraumatiques, du choc que ça représente, à la gravité de l'impact, puisque ce sont des violences. Avoir subi des violences sexuelles, par exemple, dans l'enfance, c'est la première cause de mortalité précoce, la première cause de suicide, la première cause de conduite addictive, de dépression à répétition. Ça peut faire perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie s'il n'y a pas de prise en charge et si les personnes ne sont pas suivies. C'était énorme. C'est des conséquences très graves. Et du coup, ça, il faut absolument que tout le monde soit informé et formé. Et il faut ne plus tolérer ces violences et ces privilèges qui sont donnés à des hommes. Justement, dans cette idée, dans cet esprit, des faits indiscutables, cette femme giflée en plein Paris par un homme parce qu'il lui faisait des remarques obscènes. La vidéo a été visionnée par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. On voit cet homme qui s'approche d'une dame, il lui dit une série, on imagine, de propos dégradants. Elle se défend, il lui met une gifle. Elle dit aux Parisiens qu'elle a pris la gifle avec fierté. Cette façon de voir les choses, on n'est plus dans la victime honteuse ? Alors bon, oui, effectivement, avec la culpabilisation, la honte qui est créée par les agresseurs et par la société, qui met en cause la victime. Donc il y a cette fierté. Et puis il y a aussi, ça montre aussi à quel point la situation peut être dangereuse. Et quand on dit aux femmes, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut, pourquoi vous n'êtes pas défendues, etc. On voit que elles peuvent être exposées à des violences extrêmes avec une intentionnalité têtue de détruire et de provoquer de la terreur, quoi. Beaucoup de questions sur l'amnésie traumatique. Fabienne, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais poser deux questions, à savoir, est-ce qu'on peut pas se passer de remémoration? Première question. Voilà, avec des accumulations de soins positifs, dirons-nous, et puis réflexion intellectuelle, etc. D'autre part, comment, lorsqu'on entreprend une thérapie, comment savoir si les réminiscences que l'on pense avoir viennent de sa propre histoire
ou d'une interaction avec l'écoute du thérapeute. Merci de votre question, Fabienne. C'est la question des faux souvenirs induits, Muriel Salmona. Oui. Et puis l'autre question de Fabienne, c'est est-il nécessaire de passer par la résurgence des événements traumatisants ? Alors, c'est vrai que pour répondre à la deuxième question, il vaut mieux pouvoir traiter la mémoire les faits, la mémoire traumatique, il y a une réelle reconnaissance de ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on peut vraiment sortir d'un mécanisme de survie. Sinon, on peut arriver à survivre, ce qu'on peut appeler la résilience, mais on reste dépossédé d'une partie de soi par rapport à l'induction. Je veux dire, la mémoire traumatique, c'est des éléments en fait médicaux. Je veux dire, ça entre dans la définition de l'état de stress post-traumatique. Oui, c'est le cerveau qui travaille, vous nous expliquez. C'est une mécanique. Oui, c'est une mécanique, c'est des mécanismes, c'est en fait les souvenirs qui n'ont pas été intégrés, ils sont très particuliers, on peut les définir. C'est exactement pareil que dans plein de problèmes médicaux. C'est-à-dire qu'on a plein d'éléments, de symptômes qui permettent de dire, voilà, il s'agit de mémoire traumatique, et puis ça correspond à toutes les conséquences, à plein de symptômes. Donc c'est tous ces éléments-là et c'est tout ce travail-là. Et d'ailleurs, il faut voir que reconnaître l'amnésie traumatique comme obstacle insurmontable par rapport au dépôt de plainte, donc ça se ferait de toute façon avec des expertises, avec des enquêtes. Et ça, on l'a vu, on a plein d'exemples où les enquêtes ont bien démontré que les personnes, en fait, leurs souvenirs étaient tout à fait exacts. Et puis, on s'est aperçu que, par exemple, avec Villefontaine, sur les victimes qu'on a redécouvertes grâce aux vidéos, sur les 8 victimes, il y en avait, je crois, c'est 2 ou 3 qui n'avaient plus aucun souvenir, ce qui correspond à peu près justement aux 40%. C'est quelque chose. Villefontaine, c'est un violeur en série qui a été identifié plusieurs années après. Voilà, qui était un directeur d'école. Donc on le voit tout le temps. Une question qui ne s'adresse pas tant à la psychiatre, mais à une personne qui connaît bien le droit, Muriel Salmona, sur franceinter.fr. Question de Jérôme. J'ai 46 ans, j'ai été violée pour mon frère à l'âge de 10 ans. Je suis aujourd'hui éducateur spécialisé. J'encourage les enfants à déporter plainte. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, la loi me permet-elle de porter plainte? Il a 46 ans, nous dit-il. Il a été violé à 10 ans. Il y a donc 36 ans. La loi lui permet... on peut porter plainte n'importe quand, n'importe comment. Mais il n'y aura pas... Il n'y aura pas d'instruction de sa plainte parce que les faits sont prescrits, parce qu'il n'y a pas de rétroaction. C'est ça. C'est pour ça que on voudrait se battre pour l'imprescriptibilité. Par ailleurs, il est toujours utile de porter plainte parce que comme le plus souvent les prédateurs ont fait des victimes en série, on peut retrouver d'autres victimes et une enquête peut être diligentée. Malheureusement, il y a un amendement qui avait été proposé par le gouvernement au Sénat, qui avait été voté par le Sénat et qui n'a pas été retenu, qui permettait si plusieurs victimes plusieurs victimes d'un agresseur, s'il y en avait une dont les faits n'étaient pas prescrits, toutes celles pour lesquelles les faits étaient prescrits, il pouvait y avoir une levée de la prescription. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Voilà, donc réponse à Jérôme, on peut porter plainte, mais ce sera classé sans suite pour prescription. En revanche, il est utile de porter plainte pour qu'éventuellement l'agresseur présumé soit identifié et que d'autres victimes soient recherchées. Et c'est cette question de la prescription qui fait dire à André, qui nous laisse cette question au standard, ne faudrait-il pas une prescription pour les crimes commis sur les enfants? Il ne devrait pas y avoir de prescription, c'est exactement ce que vous disiez. C'est ce qu'on demande, en début d'interview. Muriel Salmona, je vous remercie d'être venue parmi nous. Vous êtes psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Bonne journée. Merci. Il est 9h moins le quart sur France Inter.